Bonjour aux adeptes des analyses. Nous nous retrouvons pour le reste de la main card, dont on peut dire vraiment quand même qu'elle est bien pauvre. Commençons donc par le seul combat qui aura un tant soit peu d'importance pour les classements de l'UFC, celui entre Jordan Leavitt et Chase Hooper. Petit aparté de début d'analyse. Honnêtement, ceux qui voyaient en Chase Hooper le nouveau phénomène de l'UFC, un prospect incroyable, il faut vous laver les yeux, quoi, parce que honnêtement, je vois vraiment pas ce que vous lui trouvez au petit là, parce qu'à part son jiu-jitsu qui est bon, il n'a pas la lutte qui lui permettrait d'amener le combat au sol. Debout, c'est quand même la catastrophe, il faut le dire. Donc, à moins que vous ayez une machine à remonter dans le temps, à l'époque où encore être un très bon combattant en jiu-jitsu, ça pouvait vous permettre d'aller très loin. Maintenant, de nos jours, ça ne suffit plus du tout. Et je dirais même qu'il vaut mieux être un très bon lutteur qu'un très bon pratiquant de jiu-jitsu et de très loin, l'UFC. Enfin voilà, commençons donc par les caractéristiques physiques des deux. Jordan Leavitt fait 1m75 pour 180 cm d'allonge, et Chase Hooper il fait 1m85 pour 188 cm d'allonge. Il y a quand même un net avantage là, au niveau de la physicalité pour Chase Hooper, mais ça comptera pour peu debout à cause des très mauvaises habitudes en striking qu'a Chase Hooper. Puisque vous avez beau être plus long dans vos segments que l'autre, si vous avancez en ligne droite sans avoir fait préalablement douter l'adversaire sur la direction que vous prenez, sur ce que vous allez faire, que vous penchez en avant de façon exagérée, eh bien alors ça annule tout votre avantage, surtout qu'en plus il a tendance quand même Hooper à ne pas trop tourner les épaules, à ne pas avoir les bras en extension maximale quand il envoie un coup en anglaise. Il fait qu'il perd des centimètres en distance comme ça. Ça va être violent ce que je vais dire. Mais il a un jeu de jambes qui se rapproche de celui d'un débutant debout. C'est-à-dire qu'il marche. Et il ne fait pas des petits pas. Non, il marche de façon très linéaire en plus. Et je précise, c'est surtout dans ses combinaisons longues qu'il fait ça. Mais quand même, je veux dire, c'est à l'UFC quoi. C'est inquiétant pour ton avenir si t'es pas capable d'améliorer ça. Mais si encore sa défense, quand il fait tout cela, était un minimum correct. Mais non, en plus, comme il se penche excessivement en avant, il avance un peu n'importe comment avec ses appuis, et bien forcément, du coup, son menton, il est très souvent exposé, parce que il n'a pas de garde très efficace. Et alors, pour rajouter au tableau un peu catastrophié que je dresse de Hooper, sa qualité principale debout, c'est son volume, la pression qu'il est capable de mettre sur l'autre, mais c'est une épée à double tranchant bien émoussée parce que ça ne marche que contre les adversaires médiocres debout, puisqu'il manque de la vitesse et de la puissance qui ferait qu'il réussisse à rouler brutalement sur ses adversaires. Ensuite, côté grappling, si il est évidemment très bon en jiu-jitsu pur, le problème c'est qu'il faut encore pouvoir forcer l'autre à aller sur le terrain où il est bon. Et là, franchement, on peut dire qu'il a une force physique très réduite, au point où il est contraint de s'en tenir à placer des underhooks, à ceinturer l'adversaire et à recourir au lancer du judo, c'est-à-dire surtout en utilisant des croche-pieds, en déséquilibrant l'adversaire. Mais il semble globalement plutôt incapable de forcer un combattant fort physiquement à aller où il veut. Enfin, au sol, sa qualité indéniable, c'est les rapides transitions vers une soumission. C'est le fait qu'il n'hésite pas à tenter. Inversement, ça vient aussi avec ses défauts, cette propension à se jeter assez vite sur les opportunités. C'est le fait qu'alors, il ne prépare pas suffisamment sa soumission, qui alors échoue. Enfin, dans la catégorie détail, donc c'est un southpaw, et il semble quand même être assez exposé et déstabilisé quand il est contre un autre southpaw, puisque sa seule défaite par KO, c'était contre un southpaw. Dernier petit défaut, pour le clouer dans ce cercueil bien trop grand pour lui de prospect, c'est cette difficulté à se calmer pour récupérer son énergie, à temporiser quand il le faudrait. Et vous allez me dire, oui mais les jeunes, certes,
Mais si vous prenez des combattants comme Morales, John Jones, ils étaient très jeunes, ça ne les empêche pas d'être calmes et posés, ce qui en soi est une qualité nécessaire à tout combattant. Je rajouterai aussi que Chase Hooper, il aime un peu trop se retrouver en bottom position sur son dos, mais ça c'est unanimement partagé par la plupart des pratiquants de Jiu-Jitsu assidus, même si ça les dessert fortement à MMA parce que ça les expose au ground and pound. Et maintenant passons à Jordan Leavitt. Lui aussi est un southpaw, et alors peut-être que c'est moi, je trouve son pied-point très étrange à regarder. Je sais pas, il a une façon de se mouvoir qui est peu commune, comme beaucoup d'autres, hein, il utilise le pulse, il utilise son avant-bras comme une barrière pour bloquer, parer, dévier les attaques qui arrivent. Point positif, il a une garde main haute, et là pour le coup c'est un des rares combattants qui a toujours au moins une main au niveau de sa tête ou de son menton. Il utilise aussi ses bras, ses coudes, ses épaules comme un bouclier pour parer et dévier, un peu comme une Philly Shell modifiée. Il a un très bon push kick et il l'utilise souvent. Il est très nettement plus explosif, puissant et rapide que Chase Hooper. Il ne se laisse pas enfermer dans les échanges trop longs. Il reprend vite une distance de sécurité après avoir envoyé un ou deux coups, ce qui va être très bénéfique pour lui dans ce combat. Et en plus, cette supériorité debout de Jordan Leavitt, c'est un lutteur qui est quand même beaucoup plus fort physiquement que Chase, même s'il a tendance à ne pas trop user de double leg. Lui aussi a cette tendance de Chase Hooper, hérité du judo, de peser sur l'eau, de le déséquilibrer, d'utiliser des croche-pattes, des croche-pieds pour l'emmener au sol. Je vais pas m'étendre sur son niveau au sol, mais Leavitt, il est aussi bon en top position qu'en bottom. Et il est tout à fait capable de défendre les menaces de soumission de Chase, ou même de le soumettre. De mon point de vue, il devrait, et il est tout à fait capable de garder ce combat-là debout, et s'il le fait, il mettra KO Chase au premier ou au deuxième round. Mais si par contre, il lui prend l'envie de faire un combat avec à la fois du striking et du sol, il sera tout à fait capable de l'emporter par décision. Et alors, côté Paris, dans ce combat, on a sûrement le plus intéressant de l'année avec celui-ci, car pour l'instant, Hooper est à 1,35 et Leavitt est à 2,80. Alors forcément, je prie toutes les entités, les divinités possibles pour que ça ne bouge pas, parce que là, il y a une vraie opportunité de profit là-dessus. C'est honnêtement rare d'avoir les bookmakers qui font des erreurs aussi grossières. D'ailleurs, s'ils se trompaient fréquemment d'autant, alors là, oui, parier serait un moyen de s'enrichir. Cette semaine, vous avez aussi Pacemix contre Sergio Pettis, qui est également une excellente opportunité, puisqu'il donne à 4 environ Pacemix. Donc là, vraiment, vous avez aussi une très belle opportunité. En descendant dans la main card, parlons maintenant de Peyton Talbot contre Nick Aguirre. Et comme d'habitude, les différences physiques. Alors Talbot, c'est 1m78 pour 179 cm d'allonge, et Nick Aguirre, il fait 1m75 pour 188 cm d'allonge. Mais bien que cet avantage d'allonge soit conséquent, vous allez voir dans la suite de l'analyse qu'il ne comptera pas pour grand chose à cause du style de Nick. Alors quand même, ce qui me turlupine dans ce combat, c'est un combat entre deux combattants inexpérimentés, puisque pour Peyton, c'est son premier combat à l'UFC, et pour Nick, c'est son deuxième combat. À noter que Nick a perdu son premier combat à l'UFC, et donc je ne vais pas être très long dans cette analyse-là, vu qu'il manque vraiment de combats à l'UFC pour se faire une idée très précise de leur niveau respectif. Donc commençons par Peyton. Il est orthodoxe, en striking il est bas sur ses appuis, en plus d'avoir les jambes bien écartées, ça augmente sa prise au sol, son transfert de force, mais ça expose au low kick, ça réduit d'un poil la mobilité. Du peu que j'ai pu voir, il est puissant en anglaise, explosif, une bonne vitesse, et ses kicks sont corrects. Cependant, il a quand même de très gros points négatifs, surtout qu'il avance avec le menton au vent, se penche en plus dangereusement en avant, ce qui fait qu'il compte majoritairement sur ses réflexes et mouvements de muscles de tête pour assurer sa défense,
si bien qu'il se prend très souvent les jabs, les crosses de plein fouet, car ce sont les coups les plus rapides. Par exemple, on a pu le voir dans son combat contre Jiménez, et toujours dans ce combat, il était trop sûr de lui, et ainsi il a pris des coups qu'il aurait pu éviter. De même, à un moment, il met un knockdown à Jiménez, il aurait sans doute pu le finir, mais il a préféré faire le malin, faire le show. Côté grappling, il n'a vraiment pas montré grand-chose, tout en lutte où il a surtout subi, mais en jiu-jitsu, il semble être meilleur qu'en lutte, et il a réussi à placer quelques menaces de soumission à son adversaire. Alors après, Nick, c'est un southpaw. Alors lui, il est bien plus prudent que Payton. Il garde ses mains hautes, il se protège tout le temps, mais il a peu de volume, une précision, une explosivité très faible. Par contre, point plutôt positif, il tourne bien ses épaules dans ses jabs et ses crosses, il utilise totalement son allonge, mais par contre, il hésite beaucoup trop à attaquer, il recule trop souvent, se recroqueville quand ce n'est pas forcément nécessaire. En plus de ça, il a un cruel manque d'activité. Ça, c'est vraiment son plus gros problème. Il attend ainsi que les situations avantageuses se présentent et ne dicte jamais la direction du combat. Son manque de menaces debout pour faire douter l'autre fait que il laisse trop le champ libre à l'autre pour travailler. Et ça, dès qu'il tombera un combattant d'un bon niveau, il le payera très cher. Et donc le pronostic, il faut avouer quand même que c'est un combat difficile à pronostiquer, car Payton, en termes de maturité, il fait vraiment son âge et il va vraiment falloir qu'il évolue mentalement parce que il semble vraiment très immature, mais en dépit de sa puérilité, je pense qu'il a plus de capacité, plus de potentiel brut que Nick. Et s'il expose son menton très souvent et de façon exagérée, Nick n'a pas vraiment tendance à capitaliser là-dessus et à en profiter. Je dirais après que Payton a un bon jiu-jitsu, mais là, il fait ce que son adversaire fait dans ce domaine-là, c'est qu'il laisse trop l'adversaire travailler dans le sens péjoratif du terme. Et ainsi, je vois bien Payton infliger un ou deux knockdowns à Nick, dont il ne fera pas grand-chose, et l'emporter par décision grâce aux dégâts qu'il aura fait. Mais bien sûr, une finition premier deuxième de Payton est toujours possible. C'est un combat où il faudra être indulgent vers moi parce que ce sont deux bleus dont on ne sait pas grand chose et sur lesquels il est difficile de trouver des informations concluantes. Côté Paris, je vous déconseillerais fortement de parier sur ce combat, à moins bien sûr que Payton soit l'underdog, ce qui m'étonnerait très franchement, ou alors ceux-là, les bookmakers, cette semaine, ils ont vraiment pris les champis. Ils sont prêts à devenir des berserkers et aller au Valhalla. Et terminons par la douloureuse, par un combat qui ne m'intéresse que très très peu. Luna Pinheiro contre Amanda Ribas. Alors Luana, elle fait 1m63, 157 cm d'allonge. Et Amanda Ribas fait 1m60 pour 168 cm d'allonge. Pour le coup, là, c'est un combat où cet avantage d'allonge va compter au vu des caractéristiques que je vais énoncer sur les deux combattants. Alors, commençons par Luana. Elle est orthodoxe. Si elle fouette son jab, c'est en ayant le bras dans une position très étrange et pas du tout idéale, si bien qu'elle va tendre totalement son bras autour de son épaule et ainsi elle perd pas mal de puissance sur son anglaise. Notez aussi qu'elle se penche légèrement trop en avant. Après, son jeu de jambes est plutôt bon, elle bouge bien, un poil trop d'ailleurs. Voilà, elle se déplace parfois sans trop de raison. Et il ferait bien d'apprendre à se poser et à bouger quand il le faut. Par contre, je peux dire que quand même, je trouve qu'elle a un volume de coups de très bas. Après tant en lutte au-dessous, les moyennes, quoi, vraiment rien de bien notable. Moi d'ailleurs, je comprendrai jamais ceux qui sortent ah oui, le sport féminin c'est plus technique. Non, arrêtez. Elles ne sont en rien supérieures techniquement. Dites plutôt qu'elles n'ont que la technique par manque de force puissante. Là oui, là vous serez dangereux. Par exemple, la preuve de ce que j'avance, c'est que si Andrade, elle était chez les hommes, elle n'aurait jamais passé le top 20. Parce qu'Andrade, c'est le désert technique, c'est le néant technique. Elle n'a rien techniquement. Elle n'a que sa force et son explosivité.
Et pourtant, ça lui a permis d'aller très loin dans les catégories féminines. Et chez les hommes, vous pouvez ni vous permettre d'être une brêle techniquement, ni physiquement. Vous ne pouvez pas avoir de trop grosses carences, sinon vous n'êtes pas à l'UFC, ou pour très peu de temps. Qu'ensuite, Amanda Ribas, son défaut, c'est un peu le même que celui de Luana. Elle bouge beaucoup trop, et pour peu de choses. C'est-à-dire qu'il ne suffit de pas grand-chose en face pour la faire partir dans tous les sens et utiliser trop d'énergie. Elle a aussi cette étrange manie de gesticuler avec ses jambes, ses pieds, ses mains. Aussi quand même à noter que sa garde est bien ouverte au centre. Elle bouge peu sa tête, son buste. Elle est exposée au jab et au cross. Pas dans ses points positifs debout. Elle switch bien, elle passe bien d'orthodoxe à southpaw et inversement. Elle ne laisse pas le combat filer, se dérouler sans agir. Elle est quand même plus active que son adversaire dans ce combat. Après, là aussi, en lutte et en jiu-jitsu, rien de bien spécial. Et je pencherai fortement pour décision en faveur de Ribas à cause du manque d'activité de Luana, qui engage peu le combat et prend peu de risques. Là aussi, côté Paris, c'est encore un combat inintéressant, comme celui juste avant, à cause de la côte, puisqu'on a Amanda Ribas à 1,36 et Pinheiro à 2,4 et Luana à 2,92. Et là aussi, les bookmakers, ils devraient faire un petit tour en désintox, parce qu'honnêtement, donner à ce point favori Ribas, quand on voit qu'elles ont un niveau qui a rien de bien éloigné l'une de l'autre, c'est un peu exagéré. Mais bon, ça permet de départager les parieurs intelligents des parieurs stupides, puisque ceux qui ne sont pas bien finaux, ils mettront de l'argent sur absolument tous les combats de la carte, ce qui n'a aucun sens. Et il vaut mieux sélectionner très soigneusement et s'empêcher justement de parier bêtement. Petit aparté, je pense que vous l'avez deviné assez facilement, ce n'est pas la chaîne des féministes ici. En même temps, je suis fan de MMA, pas de sardines en réseau, alors que ceux que ça emmerde, qu'ils se cassent. Jamais je n'irai vous dire ah oui, hommes et femmes c'est pareil, c'est le même spectacle. Non. Enfin voilà, après ce petit dérapage incontrôlé. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez les pouces bleus, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et je vous dis donc une bonne journée et nous nous retrouvons le dimanche qui arrive.